Il parlait de sacrifice, comme on parle d'une évidence morale. Assis autour de la table, mon fils et ma belle-fille utilisaient ce mot avec une gravité presque solennelle. Il fallait que je comprenne. À mon âge, disait mon fils, on ne peut plus penser comme avant. Il fallait faire des efforts, accepter certaines choses, penser à l'avenir de la famille. Le mot sacrifice revenait souvent, toujours accompagné d'un regard appuyé, comme s'il devait clore toute discussion. Je les écoutais, immobiles. Ils ne criaient pas. Ils ne menaçaient pas. Ils parlaient calmement, persuadés d'être du bon côté. Ma belle-fille expliquait que toute mère digne de ce nom finit par renoncer, que c'est naturel, presque noble. Elle disait que j'avais déjà beaucoup reçu de la vie, que c'était maintenant à mon tour de donner sans poser de questions. Elle parlait d'amour, de transmission, de devoir. Aucun de ces mots ne contenait mon consentement. As, mon fils a conclu d'une phrase qui m'a glacée. Tu as toujours su te sacrifier pour nous, maman. Mais pourquoi ce serait différent maintenant? Cette phrase n'était pas une demande. C'était une assignation. Elle me réduisait à un rôle figé, définitif. J'ai senti une humiliation sourde, profonde, celle qui ne provoque pas de larmes mais qui vous coupe le souffle. Je n'ai pas répondu tout de suite, par habitude ancienne, par réflexe de paix. J'avais passé ma vie à céder sans bruit, à arranger, à équilibrer. Il comptait sur cette continuité. Il pensait que je finirais par hocher la tête, comme tant d'autres fois. Il confondait mon calme avec un accord. Il parlait de biens, de maisons, d'organisation future. Ils utilisaient des phrases vagues, enveloppées de bons sentiments. Il faudra bien régler tout ça. On ne peut pas rester comme avant. Tu comprendras plus tard que c'était pour ton bien. Il parlait de moi comme d'un sujet abstrait, déjà mis à distance de sa propre vie. Je les regardais, et quelque chose se fissurait en moi. Pas dans la colère. Dans la lucidité, je comprenais soudain que ce qu'ils appelaient sacrifice était en réalité une dépossession progressive. Ils ne me demandaient pas de donner. Ils me demandaient de disparaître, doucement, sans faire de bruit, au nom de valeurs qu'ils interprétaient à leur avantage. J'ai ressenti un vertige bref, puis une clarté inattendue. Je savais, à cet instant précis, que je ne pouvais plus répondre avec des sentiments. L'amour, le devoir, la famille, tout cela avait été utilisé pour m'amener à renoncer. Continuer sur ce terrain-là me condamnait à perdre d'avance. Je devais changer de langage. Allez. Quand j'ai enfin pris la parole, ma voix était étonnamment stable. Je n'ai pas parlé de mon cœur. Je n'ai pas parlé de ce que j'avais donné pendant des années. J'ai dit une phrase simple, presque sèche. Avant de parler de sacrifice, j'aimerais qu'on parle de droit français. Le silence est tombé immédiatement. Un silence lourd, incrédule. Ma belle-fille a esquissé un sourire nerveux, comme si j'avais fait une mauvaise plaisanterie. Mon fils m'a regardé avec étonnement, presque avec inquiétude. Ce n'était pas la réponse qu'ils attendaient. Ils avaient préparé des arguments moraux, pas juridiques. Je n'ai pas développé, pas encore. Je voulais qu'ils comprennent une chose essentielle. Le terrain venait de changer. On ne parlait plus de générosité supposée, ni de dette affective. On parlait de règles, de droits, de cadres précis. Et ce cadre-là ne se négocie pas avec des sentiments. Ils ont tenté de reprendre la parole, maladroitement. Ma belle-fille a dit que je devenais méfiante, que je compliquais inutilement les choses. Mon fils a parlé de famille, de confiance, de ce qui se fait normalement. J'ai écouté sans réagir. Puis il parlait, plus je comprenais qu'ils n'avaient jamais pris la peine de vérifier ce qu'ils affirmaient. Ce soir, après leur départ, je suis restée seule longtemps dans le salon. Je repensais à ce mot, sacrifice, qu'ils avaient utilisé comme une clé universelle. Je voyais maintenant clairement ce qu'il recouvrait, l'attente que je renonce sans discuter. J'ai compris aussi que répondre par le droit n'était pas une trahison. C'était une protection. Il parlait de sacrifice. Moi, j'allais parler de droit français. Et ce choix, aussi calme qu'irréversible, venait de changer le cours de cette histoire. Avant ce soir-là, avant ce mot sacrifice prononcé comme une injonction morale, il y avait eu une vie entière bâtie sur des choix concrets, rarement héroïques, toujours assumés. Je n'avais jamais pensé ma vie en termes de renoncement. J'avais pensé en termes de responsabilité. Et cette nuance, longtemps ignorée, faisait toute la différence. J'ai rencontré mon mari jeune,
à une époque où l'on ne parlait pas d'épanouissement personnel mais de stabilité. Nous n'avions pas grand-chose, seulement la volonté de construire quelque chose qui tiendrait dans le temps. La maison n'a pas été un cadeau du hasard. Elle a été le résultat de calculs prudents, d'économies constantes, de décisions prises à deux. Rien n'était improvisé. Chaque pas engageait le suivant. Quand notre fils est né, j'ai naturellement réorganisé ma vie. Non par sacrifice aveugle, mais parce que c'était cohérent. Il fallait que quelqu'un tienne l'ensemble. J'ai pris cette place sans bruit. J'ai géré les papiers, les échéances, les imprévus. J'étais celle qui savait où était quoi, qui appelait au bon moment, qui anticipait avant que les problèmes n'apparaissent. Cette compétence n'était pas visible. Elle était efficace. La maison est devenue un point d'ancrage. On y revenait parce que tout y fonctionnait. J'y ai mis de l'ordre, du temps, de l'attention. Pas seulement de l'amour. L'amour seul ne suffit pas à faire tenir une vie. Il faut aussi de la rigueur. Cette rigueur, je l'ai exercée sans jamais la nommer. Je ne pensais pas que, un jour, on me reprocherait cette solidité silencieuse. Après la mort de mon mari, je n'ai pas cédé. J'ai appris à continuer seul ce que nous faisions ensemble. Signer, décider, affronter les administrations, maintenir l'équilibre financier. Je n'ai pas cherché à être assistée. Je voulais que ce que nous avions construit reste intact. Et c'est resté intact parce que je l'ai tenu. Mon fils a grandi dans cette continuité. Il a vu une mère stable, organisée, présente, peut-être trop présente. J'ai longtemps cru que cette présence suffisait à transmettre une forme de respect implicite. Je ne voyais pas que, pour certains, ce qui est constant finit par être considéré comme acquis. Et quand il a rencontré celle qui allait devenir ma belle-fille, je l'ai accueillie sans réserve. Moi-même, je pensais que la famille s'élargissait, que les rôles se complétaient. Je n'ai jamais parlé de sacrifice à ce moment-là. Je parlais d'entraide, de continuité, de respect mutuel. Je n'imaginais pas que ces mots seraient un jour retournés contre moi. Pendant longtemps, rien ne semblait menacé. On me consultait encore. On me demandait conseil. Je restais la référence tranquille. Cette reconnaissance tacite m'a rassurée. Elle m'a aussi rendue moins vigilante. Je n'ai pas vu que l'on passait progressivement de me demander mon avis à me expliquer ce qui avait été décidé. Je croyais que ce que l'on a construit avec méthode s'impose naturellement, mais que les années parlent d'elles à même. Je n'avais pas compris que, pour certains, la morale peut devenir un outil de pression plus efficace que la contrainte directe. Le sacrifice, dans leur bouche, n'était pas un choix libre. C'était une attente. Cette vie d'avant n'était pas une suite de renoncements. Elle était une organisation, consciente, structurée, assumée. Et c'est précisément cette réalité-là qui allait me servir. Car on ne peut pas invoquer le sacrifice pour effacer une histoire faite de décisions, de responsabilités et de droits clairement établis. Je n'avais pas vécu pour me dissoudre au moment où je devenais plus vulnérable aux yeux des autres. J'avais vécu pour tenir. Et ce que l'on a tenu avec constance ne disparaît pas sous prétexte de bons sentiments. Cette vie d'avant, que certains voulaient réduire à une suite de sacrifices silencieux, était en réalité mon socle. Un socle sur lequel j'allais enfin m'appuyer, non plus avec le cœur seulement, mais avec la loi. Les premiers signes sont arrivés sans bruit, presque avec politesse. Rien qui mérite une protestation immédiate. Rien qui justifie une scène. C'est ainsi que cela commence toujours. Par des détails. Des ajustements présentés comme raisonnables. Des phrases prononcées avec douceur, mais qui déplacent lentement la frontière. Au début, ma belle-fille parlait beaucoup d'organisation. Elle utilisait ce mot comme un talisman. Organisation des papiers. Organisation des comptes. Organisation de l'avenir. Elle expliquait, elle ne demandait pas. Mon fils acquiesçait, distrait, comme si ses décisions allaient de soi. J'étais là, j'écoutais, et je me rendais compte que l'on m'informait plus qu'on ne me consultait. Puis, sont venues les remarques enveloppées de sollicitude. Tu te fatigues vite s'étant assis. Tu devrais te reposer davantage. Laisse à nous faire, ce sera plus simple. Ces phrases étaient dites, sans agressivité. C'est ce qui les rendait difficiles à contester. Si je réagissais, on me regardait avec étonnement, parfois avec une inquiétude feinte, comme si mon désaccord confirmait justement ce qu'il suggérait.
Peu à peu, les décisions le concernant étaient prises sans moi. Un rendez-vous fixé, dont j'apprenais l'existence après coup. Un artisan appelé sans que l'on m'en parle. Une modification envisagée dans la maison, présentée comme nécessaire. Quand je posais une question, on me répondait que tout était sous contrôle. Cette phrase revenait souvent. Elle sonnait comme une protection. Elle était surtout une mise à l'écart. Je me souviens d'un moment précis qui m'a troublé plus que les autres. Je cherchais un dossier important, un document que je savais avoir rangé moi-même. Il n'était plus là. Quand j'ai demandé, ma belle-fille a répondu sans hésiter que j'avais sûrement oublié. Mon fils a appuyé, presque machinalement. À ton âge, ça arrive. Cette phrase, dite sans méchanceté apparente, m'a fait douter. Pas de moi. Et ce doute a été une humiliation profonde, silencieuse. Les conversations changeaient de ton quand j'entrais dans une pièce. On parlait plus vite. On simplifiait, comme si je ne pouvais plus suivre. Parfois, on parlait de moi à la troisième personne alors que j'étais là. Elle n'aime plus trop gérer ce genre de choses. Elle préfère qu'on décide pour elle. J'entendais ces phrases, sans trouver la force de les interrompre. Je me disais que répondre serait excessif, que je risquais de créer un conflit inutile. Au repas, je devenais une présence secondaire. Les discussions se faisaient plus techniques, plus rapides. Quand je donnais mon avis, on l'accueillait avec un sourire indulgent, puis on reformulait, on corrigeait, on écartait. Je n'étais plus une voix déterminante. J'étais un élément décoratif, toléré mais non essentiel. Je continuais à me taire pour préserver ce que je croyais être l'harmonie familiale. J'avais passé ma vie à tenir l'équilibre. Je pensais encore que ma patience finirait par apaiser les choses. Je ne comprenais pas que, dans cette configuration, la patience était interprétée comme une permission. Mais plus je me taisais, plus il devenait normal de décider sans moi. Ces petites humiliations n'étaient jamais spectaculaires. Elles s'accumulaient, lentement, créant un climat où mon effacement semblait naturel. Je me suis surprise à demander l'avis de mon fils pour des choses que je avais toujours gérées seule. Ce glissement m'a échappé sur le moment. Il était trop progressif pour alerter. Avec le recul, je vois maintenant la cohérence de ces signes. Il n'était pas isolé. Il formait une préparation, peut-être même inconsciente. On m'amenait doucement à accepter que des autres sachent mieux que moi, que mon expérience n'était plus une force, mais un poids. Et tant que j'acceptais ce récit, tout devenait possible. Ces petites humiliations ont été le premier pas vers une demande plus grande. Elles ont installé l'idée que le sacrifice allait de soi, que renoncer était une continuité naturelle de ce que je avais toujours fait. Je ne le savais pas encore, mais c'est précisément là que j'allais cesser de répondre avec le cœur et commencer à répondre autrement. La goutte d'eau n'a pas été une parole trop dure. Elle n'a pas été une scène. Elle a pris la forme la plus froide qui soit. Un papier. Un document posé là, sans mise en scène, comme une évidence administrative. Je l'ai découvert, un matin, en rangeant des courriers qui ne m'étaient plus vraiment destinés. Mon nom figurait en haut de la page. Mais pas ma décision. On parlait de donation, de transmission anticipée, de gestion simplifiée dans l'intérêt de la famille. Les mots étaient propres, lissés, presque bienveillants. À mesure que je lisais, une évidence s'imposait. On avait décidé que je devais renoncer. Pas discuter. Renoncer. Le sacrifice, désormais, n'était plus une attente morale. Il devenait un acte programmé. Je me suis assise. J'ai relu chaque ligne. Lentement. J'espérais encore avoir mal compris. Mais tout était clair. Un rendez-vous était envisagé. Une signature attendue. Et cette signature n'était pas la mienne. On avait prévu de parler, à ma place, d'agir en mon nom. Convaincu que mon accord suivrait, comme toujours. Quand j'ai demandé des explications, la réponse a été immédiate, presque automatique. Ce n'est qu'une formalité. Tu sais bien que c'est pour le bien de tout le monde. Ma belle-fille parlait calmement, avec cette assurance tranquille de ceux qui pensent être du bon côté de la morale. Mon fils ajoutait que je n'avais pas à m'inquiéter, que tout était prévu, encadré, raisonnable. Ils utilisaient encore ce mot, sacrifice. Ils disaient que j'avais toujours su faire passer la famille avant moi, que ce geste s'inscrivait dans la continuité, comme si ce que j'avais donné librement autrefois justifiait que,
On me prenne aujourd'hui, sans me demander. Cette logique m'a frappé par sa brutalité silencieuse. Je les écoutais parler, et quelque chose se figeait en moi. Pas de la colère. Une lucidité froide. Je comprenais enfin que ce qui se jouait n'était pas une question d'amour ou de devoir. C'était une question de pouvoir. Ils avaient transformé le sacrifice en argument, et l'argument en pression. Le plus troublant, c'était leur conviction. Ils citaient des exemples. Des cas entendus ici ou là. Ils parlaient de ce qui se fait, de ce qui est normal. Ils mélangeaient les mots, confondaient l'usage et le droit, la coutume et la loi. Mon fils parlait comme s'il connaissait le droit français, parce qu'il en avait entendu parler. Mais cette assurance mal informée était dangereuse. À cet instant précis, j'ai cessé de douter. Plus de moi, plus de ce que je ressentais. Les faits étaient là, sous mes yeux. Ce document n'était pas une maladresse. C'était une tentative d'éviction déguisée en générosité, attendue. On ne me demandait pas de donner. On m'expliquait pourquoi je devais donner. Je me suis retirée dans ma chambre avec ce papier à la main. Alors, je l'ai posé sur le lit, comme on pose une preuve. Je l'ai regardé longtemps. Il représentait tout ce que je refusais désormais. Être effacé, au nom d'une morale que je n'avais pas choisie. Être sommé de me sacrifier, parce que j'avais toujours été solide. Ce moment-là a marqué une rupture nette. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas menacé. J'ai décidé. Décider que je ne répondrai plus avec des sentiments à des manœuvres déguisées. Décider que je ne laisserai plus la morale servir de masque à l'appropriation. Décider que si l'on voulait parler de règles, on parlerait des vraies. Le soir même, j'ai pris un carnet et j'ai commencé à noter. Les dates, les phrases exactes, les documents vus. Pas par vengeance, par clarté. J'avais compris que la dignité ne se protège pas, avec de la patience infinie, mais avec des faits établis. Que le droit n'est pas une froideur. C'est un cadre. La goutte d'eau n'a pas provoqué d'explosion. Elle a déclenché une organisation. Silencieuse. Méthodique. Irréversible. À partir de ce jour-là, je n'étais plus une mère à qui l'on demandait de se sacrifier. J'étais une citoyenne, consciente de ses droits. Il parlait de sacrifice. Moi, je venais de comprendre que le droit français ne se négocie pas avec des bons sentiments. Les nuits qui ont suivi cette découverte ont été étrangement silencieuses. Pas calmes, non. Silencieuses, comme un espace où quelque chose se réorganise. Je ne dormais pas vraiment. Je restais allongée, les yeux ouverts, à écouter la maison respirer autour de moi. Chaque craquement, chaque bruit familier prenait une résonance nouvelle. Ce n'était plus le décor de ma vie. C'était un lieu que l'on avait commencé à négocier sans moi. Je repassais leurs phrases, encore et encore. Le mot sacrifice revenait sans cesse, comme une justification universelle. J'essayais de comprendre quand ce mot avait cessé d'être un choix pour devenir une obligation. À quel moment ce que j'avais donné librement s'était transformé en dette permanente? Cette question me hantait plus que le document lui-même. Je me suis interrogée sur mon propre silence. Pas avec culpabilité, mais avec lucidité. J'avais toujours cru que me taire protégeait, qu'en évitant les conflits, je préservais l'essentiel. Je voyais maintenant l'autre face de cette stratégie. Le silence prolongé finit par être interprété comme une absence de opinion, puis comme une absence de droit. On ne vous arrache pas la parole d'un coup. On vous habitue à ne plus l'utiliser. Je pensais à toutes ces années où j'avais tenu sans bruit, où j'avais assumé, sans réclamer. Cette force tranquille, qui m'avait permis de traverser tant de choses, avait fini par me rendre transparente. On ne voyait plus ce que je faisais. On voyait seulement ce que je pouvais encore céder. Cette prise de conscience m'a fait mal, mais elle m'a aussi redressée. J'ai pensé à mon mari, à la façon dont nous parlions des décisions importantes. Jamais il n'aurait confondu amour et dépossession. Jamais il n'aurait utilisé la morale pour m'imposer un renoncement. Cette certitude m'a ancrée. Elle me rappelait que ce que je vivais n'était pas normal ni inévitable. C'était une construction récente, nourrie par mon effacement progressif. Un matin, avant même que le jour ne se lève, je me suis assise à la table de la cuisine avec un carnet vierge. J'ai commencé à écrire. Pas mes émotions. Les faits, les dates, les mots exacts prononcés, les documents évoqués.
Ce geste m'a apporté un apaisement inattendu. Mettre les choses par écrit leur retirait leur pouvoir diffus. Elles devenaient concrètes, observables, analysables. Je me suis alors mise à réfléchir autrement. Plus en mère blessée. En personne responsable de sa propre protection. Je comprenais que répondre avec le cœur à une stratégie déguisée était voué à l'échec. Non, ils parlaient de sacrifice parce que ce terrain leur était favorable. Moi, je devais changer de terrain. Non pour attaquer, mais pour me tenir debout. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à m'informer. Discrètement, sans en parler à personne. Je lisais, j'écoutais, je posais des questions générales. Je ne cherchais pas encore à agir. Je cherchais à comprendre. À distinguer ce qui relevait de la morale familiale et ce qui relevait du droit réel. Très vite, une chose est devenue évidente, il parlait beaucoup de règles qu'Hassan il ne connaissait pas. Il y a eu des moments de fatigue, des instants où je me disais que tout cela demandait trop d'énergie, trop de clarté, trop de courage. Puis je revenais toujours à la même pensée. Si je ne faisais rien, je consentais. Et ce consentement-là ne serait jamais reconnu comme un sacrifice. Il serait simplement utilisé. Je me suis surprise à prier en silence, non pour que la situation se résolve d'elle-même, mais pour rester lucide, et pour ne pas agir dans la colère. Pour ne pas me laisser enfermer dans un rôle qui n'était plus le mien. Cette prière n'était pas une fuite, c'était une manière de rester droite. Peu à peu, quelque chose s'est stabilisé en moi. Une certitude calme. Je n'étais pas en train de trahir ma famille en me protégeant. Je n'étais pas en train de renier ce que j'avais donné. Je refusais simplement que l'on transforme mon passé en argument contre mon présent. Mais, à la fin de cette période d'introspection, rien n'avait encore changé à l'extérieur. Mon fils continuait de croire que la morale finirait par me faire céder. Ma belle fille était persuadée que le temps jouerait pour eux. Mais à l'intérieur, tout avait changé. Je savais désormais une chose essentielle. Le sacrifice n'est vertueux que lorsqu'il est libre. Et ce qui n'est pas libre relève du droit. C'est à partir de là que j'ai cessé de me demander ce que je devais donner. Et que j'ai commencé à me demander ce que je devais protéger. À partir du moment où j'ai cessé de répondre avec le cœur, tout est devenu plus clair. Je n'ai pas cherché à convaincre, ni à me justifier. J'ai compris que la seule manière de me protéger était d'agir avec méthode, sans bruit, sans annonce préalable. La préparation n'était pas une attaque. C'était une remise en ordre. Je n'ai parlé à personne de mes démarches, ni à mon fils, ni à ma belle, fille. Leur dire aurait été inutile, peut-être même contre-productif. Ils auraient tenté de discuter, de minimiser, de transformer encore la situation en débat moral. Je ne voulais plus débattre. Je voulais encadrer. La première chose que j'ai faite a été de rassembler mes documents. Tous. Ceux que je connaissais par cœur et ceux que je m'en avais pas ouverts depuis longtemps. Actes, relevés, correspondances, titres. Je les ai étalés sur la table comme on dresse un inventaire. Pas dans l'urgence. Dans la précision. Chaque papier retrouvait sa place, son sens, sa portée. Je me rappelais soudain à quel point j'avais toujours été rigoureuse. Cette rigueur, que l'on avait fini par considérer comme acquise, allait devenir mon allié. Ensuite, j'ai pris rendez-vous, seul. Le simple fait de fixer cette date m'a procuré un soulagement discret. Je sortais enfin de l'attente. Le jour venu, je me suis présentée calme, préparée, sans discours émotionnel. Je n'avais pas besoin de raconter ma vie. J'avais besoin d'exposer une situation. J'ai expliqué les faits. Les documents découverts, les paroles entendues, la pression morale exercée sous couvert de sacrifice. J'ai posé des questions simples, précises. Les réponses ont été claires. Sans ambiguïté. Le droit français ne se fonde pas sur la gratitude attendue, ni sur le rôle familial supposé. Il se fonde sur des textes, des signatures, des volontés exprimées librement. Et dans mon cas, rien ne se contentait de m'imposer. Cette clarté m'a fait du bien. Non pas parce qu'elle me donnait raison moralement, mais parce qu'elle me rendait une position objective. Je n'étais pas une mère trop méfiante. J'étais une personne dont les droits devaient être respectés. Cette distinction changeait tout. On m'a conseillé de reprendre la main, concrètement, d'abord sur les comptes. J'ai ouvert un compte personnel, strictement à mon nom. Un geste simple,
mais décisif. Chaque mouvement serait désormais clair, traçable, incontestable. Ce n'était pas un rejet. C'était une protection. Puis j'ai revu la question des biens. J'ai fait vérifier les titres, relire les clauses, préciser ce qui devait l'être. Je comprenais maintenant à quel point les mots peuvent être manipulés quand ils ne sont pas. Encadré, usage, transmission, gestion. Tout cela avait un sens précis que l'on avait volontairement flouté. Le remettre au clair, c'était déjà rétablir l'équilibre. La question du testament est venue naturellement. J'y ai réfléchi longtemps. Non pour punir, non pour provoquer, mais pour écrire, noir sur blanc, ce que je voulais réellement. Pas ce que l'on attendait de moi. Chaque phrase a été pesée. Je n'excluais personne par colère. Mais je précisais par cohérence. La nuance était essentielle. Pendant ce temps, à la maison, je continuais à vivre comme avant. Mais calme, présente. Apparemment docile. Je ne changeais rien à mes habitudes. Ce masque n'était pas une ruse, c'était une protection. Je voulais que tout soit prêt, avant que les discussions ne s'imposaient. Je refusais l'improvisation. Je sentais parfois l'impatience monter autour de moi. Des allusions. Des phrases pressantes. Il faudrait avancer. On ne peut pas attendre indéfiniment. Je répondais peu. Je disais que je réfléchissais, et c'était vrai. Je réfléchissais, mais avec des outils qu'il n'avait pas. Chaque démarche renforçait ma stabilité. Je ne ressentais ni triomphe, ni colère. Seulement une cohérence retrouvée. Je n'étais plus sur la défensive. J'étais en construction. Cette préparation, lente et silencieuse, remplaçait la peur par une certitude calme. À la fin de cette étape, tout était prêt, les documents en ordre, les décisions écrites, les protections mises en place. Rien n'était improvisé. Rien n'était discutable. Je savais que le moment viendrait où il faudrait parler. Je ne savais pas encore comment il réagirait. Mais je savais une chose essentielle. Je ne serais plus jamais sommé de me sacrifier sans cadre. Il parlait encore de morale. Moi, j'avais désormais le droit français de mon côté. La confrontation n'a pas eu lieu comme il l'avait imaginé. Il n'y a pas eu de cris, pas de scène, pas de reproches lancés dans tous les sens. Elle est arrivée à un moment banal, presque ordinaire. Là, un de ces moments où l'on croit encore contrôler la situation, juste avant de découvrir que tout a déjà basculé. Ils m'ont demandé de m'asseoir. Mon fils parlait vite, avec cette assurance nerveuse de ceux qui pensent conclure. Il a évoqué les démarches à venir, les signatures, les délais. Il parlait comme si tout était acquis, mais comme si ma décision n'était qu'une formalité retardée. Ma belle fille ponctuait ses phrases de commentaires, rassurants, presque maternels. On sentait l'impatience derrière la bienveillance affichée. Je les ai laissés parler. J'écoutais sans interrompre, non par soumission, mais parce que je n'avais plus besoin de convaincre. Chaque mot qu'il prononçait confirmait ce que je savais déjà. Il n'avait jamais envisagé que je puisse dire non autrement que par un refus émotionnel. Il n'avait pas prévu que je puisse répondre avec des faits. Quand le moment est venu, je n'ai pas élevé la voix. J'ai posé sur la table un dossier mince, soigneusement organisé. Rien d'impressionnant en apparence. Pas de mise en scène. Simplement des documents clairs, ordonnés. Je leur ai dit calmement que certaines choses avaient été réglées, que des décisions avaient été prises, dans le respect du droit. Le silence s'est installé aussitôt. Mon fils a cessé de parler. Ma belle fille a froncé les sourcils, comme si elle cherchait une erreur. J'ai expliqué, lentement, sans commentaire inutile. Les comptes étaient désormais séparés. Les biens clairement définis. Les volontés formalisées. Rien ne pouvait être modifié sans mon accord explicite. Et cet accord n'était plus implicite. Ils ont tenté de réagir, d'abord par l'incrédulité, puis par la colère. Mon fils m'a reproché de ne pas leur avoir fait confiance. Ma belle fille a parlé de trahison, de froideur, d'ingratitude. Elle répétait que ce n'était pas ce qu'ils avaient prévu, que cela compliquait tout. Comme si ma protection personnelle était une complication injustifiée. Je les ai regardés sans répondre immédiatement. Je voyais leur désarroi, mais aussi leur surprise réelle. Pour la première fois, ils comprenaient que le terrain avait changé. Ils n'avaient plus face à eux une mère prête à se sacrifier au nom de leur harmonie. Ils avaient face à eux une personne qui avait pris conseil, qui avait agi,
qui connaissait ses droits. La colère est montée. Mon fils a parlé d'égoïsme. Il a dit que ce n'était pas ainsi qu'une famille fonctionne. Ouais, j'ai attendu qu'il termine. Puis j'ai dit une phrase simple. La famille ne fonctionne pas en effaçant l'un de ses membres. Cette phrase a coupé net toute tentative de justification morale. Ma belle-fille a essayé une autre approche. Elle a évoqué mon âge, ma fatigue supposée, la nécessité d'anticiper. J'ai répondu calmement que l'anticipation ne se fait pas contre la volonté de la personne concernée, que le droit français encadre précisément ce genre de situation, que rien ne pouvait être imposé sous prétexte de bienveillance. Ils ont compris alors qu'il n'y aurait pas de retour en arrière, que le piège qu'ils avaient patiemment installé, ce 3, était refermé sur eux. Non par vengeance, mais par rigueur. Leur plan reposait sur une idée fausse, celle que mon silence durerait toujours. Ils n'avaient pas prévu que ce silence prendrait fin de cette manière. La discussion s'est terminée, sans résolution affective. Il n'y a pas eu de réconciliation immédiate. Il n'y en avait pas besoin. L'essentiel avait été dit. Les limites étaient posées. Les règles étaient claires. Et surtout, elles ne dépendaient plus de leur interprétation. Quand je me suis levé de la table, je n'ai ressenti ni victoire, ni soulagement excessif. J'ai ressenti une stabilité nouvelle, une certitude tranquille. Je n'avais humilié personne. Je m'étais simplement tenu là où j'aurais dû être depuis longtemps. Ils parlaient encore de sacrifice. Mais ce jour-là, ils ont compris que le droit français ne s'incline pas devant les discours moraux. Ah oui? Et moi, pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti pleinement à ma place. Après cette confrontation, rien n'a réellement explosé. Il n'y a pas eu de cris prolongés, ni de portes claquées. L'éclatement s'est produit autrement, plus lentement, plus sournoisement. Comme une structure trop tendue, qui se fissure de l'intérieur. Chacun est reparti avec ses certitudes ébranlées, sans savoir exactement comment les reformuler. Les jours suivants, le silence a changé de nature. Ce n'était plus le silence que je portais seul. C'était un silence partagé, chargé de reproches non formulés. Mon fils m'appelait moins. Quand il le faisait, sa voix était distante, presque administrative. Ma belle-fille, elle, s'est réfugiée dans une froideur polie. Elle parlait peu, mais chaque mot semblait peser, calculé. Très vite, les récits ont commencé à circuler. Pas directement jusqu'à moi, mais je les sentais. Des versions arrangées, des explications données à d'autres membres de la famille. Alors, on racontait que j'étais devenue méfiante, que je refusais d'aider, que je compliquais inutilement les choses. Le mot droit était rarement prononcé. On préférait parler de caractère, de rigidité, de changement soudain. Et puis, je n'ai pas cherché à corriger ces récits. Je savais que répondre serait inutile. Chacun choisissait la version qui lui permettait de se regarder sans trop de malaise. Je constatais simplement que, dès lors que je ne jouais plus le rôle attendu, je devenais difficile à classer. Et ce flou dérangeait. Des tensions sont apparues entre eux. Je l'ai compris, par bribes. Des désaccords sur la suite à donner. Alors, des reproches discrets. Mon fils semblait partager entre la loyauté filiale et les attentes de son foyer. Ma belle-fille, elle, ne cachait plus sa déception. Leur unité, si affirmée auparavant, se fissurait sous le poids de ce qu'ils n'avaient pas anticipé. Certains membres de la famille ont pris leur distance. D'autres ont tenté de me joindre, maladroitement, sans vraiment poser de questions. Je sentais chez eux une gêne, comme si mon geste avait réveillé des inquiétudes plus larges. Oui, si elle a pu dire non, peut-être que d'autres pourraient aussi. Cette idée, je le voyais, m'était mal à l'aise. Je regardais tout cela avec un détachement nouveau. Non, par indifférence, mais parce que je n'étais plus au centre du conflit. Le conflit existait, mais il ne me traversait plus. J'avais cessé d'être la variable d'ajustement. Ce simple déplacement avait des conséquences en chaîne. Il y a eu des moments de solitude, bien sûr. Des dimanches plus calmes que prévu. Des invitations qui ne venaient plus. Mais cette solitude n'était pas une punition. Elle était la conséquence logique d'un rééquilibrage. Ceux qui n'acceptaient ma présence que sous condition de renoncement, éloignaient. Les autres restaient, parfois timidement, mais sincèrement. Je me suis surprise à ressentir moins de tristesse que je ne l'aurais cru. Peut-être parce que, pour la première fois, je n'étais pas en train de réparer les émotions des autres. Je laissais chacun face à ses choix. Cette distance nouvelle n'était pas un abandon.
C'était une limite. Avec le temps, certaines vérités ont émergé. Des phrases mal comprises, des intentions jamais clairement exprimées, des attentes démesurées. Rien de spectaculaire. Juste une accumulation de malentendus qui, sans mon silence, ne pouvaient plus être ignorés. L'image de la famille unie à tout prix se fissurait, révélant des fragilités anciennes. Je savais que tout ne se réparerait pas, que certaines relations resteraient marquées. Mais je constatais aussi que l'effondrement de ce système reposait sur une illusion, celle que je serais toujours là pour absorber les tensions. Une fois ce rôle abandonné, chacun devait assumer sa part. Je n'ai pas cherché à reconstruire immédiatement. Je n'ai pas proposé de médiation, ni de discussion générale. J'avais appris que certaines reconstructions forcées ne font que prolonger les déséquilibres. Je laissais le temps agir. Et surtout, je me laissais du temps à moi. Cet éclatement familial n'était pas une victoire. C'était une conséquence. La conséquence d'un cadre rétabli, d'une parole déplacée, du terrain moral au terrain juridique. Ceux qui s'en accommodaient trouvaient une nouvelle place. Les autres s'éloignaient. Et dans ce paysage recomposé, je découvrais une chose essentielle. Je n'étais plus responsable de maintenir une harmonie qui m'effaçait. Le départ ne s'est pas décidé sur un coup de tête. Il s'est imposé comme une suite logique. Après l'éclatement, rester aurait signifié continuer à vivre au milieu de tensions qui ne m'appartenaient plus. Dans un espace où chaque geste pouvait être interprété, commenté, soupçonné. J'avais besoin d'un lieu où je n'aurais plus à me justifier d'exister. Mais je n'ai pas cherché à fuir. J'ai cherché à m'installer autrement. Un endroit simple, calme, sans histoire familiale à porter. Un appartement lumineux, ni trop grand, ni trop petit, proche d'un parc. Le jour où j'ai signé, je n'ai pas ressenti d'euphorie. J'ai ressenti une stabilité, comme si quelque chose se posait enfin. Les premières semaines ont été étranges. Le silence était dense, presque intimidant. Mais ce n'était plus le silence contraint des repas, tendus ou des conversations évitées. C'était un silence choisi, un espace où je pouvais penser, sans anticiper, la réaction de quelqu'un d'autre. Cette liberté intérieure m'a surprise par son intensité. Je me suis réapproprié mon temps. Les matinées n'étaient plus réglées par des attentes extérieures. Je pouvais rester plus longtemps à la table, lire, écrire, marcher. J'ai redécouvert le plaisir de décider sans expliquer. Cette autonomie, que j'avais longtemps exercée pour les autres, je l'exerçais, enfin pour moi. Peu à peu, mon corps a suivi. Je dormais mieux. Je respirais plus profondément. Les tensions accumulées se relâchaient sans que j'aie à les analyser. Je comprenais alors à quel point effacement progressif fatigue, pas seulement l'esprit. Le corps aussi finit par se contracter, par se préparer en permanence à s'adapter. Les relations ont changé de forme. Certaines se sont éloignées sans bruit. D'autres sont revenues différemment, plus simples. Des voisins, des connaissances anciennes, des échanges sans enjeu caché. Personne ne me demandait de donner plus que ce que je souhaitais. Cette neutralité bienveillante m'a fait du bien. Je pensais parfois à mon fils, pas avec amertume, mais avec une forme de tristesse lucide. Je voyais désormais la situation sans le filtre du sacrifice. Il n'avait pas cherché à me nuire consciemment. Il avait simplement accepté un récit qui l'arrangeait. Cette compréhension n'excusait rien, mais elle m'empêchait de sombrer dans la rancune. La question du pardon s'est invitée d'elle-même, pas comme une obligation morale, mais comme une interrogation personnelle. Les pardonner, pour moi, ne signifiait pas revenir en arrière ni reprendre les mêmes places. Cela signifiait ne plus laisser ces événements gouverner mes pensées. Choisir la paix intérieure plutôt que la vigilance permanente. J'ai compris aussi que cette nouvelle vie n'était pas une récompense. Elle n'effaçait pas les blessures. Elle offrait autre chose, un cadre juste. Un espace où je pouvais exister sans devoir prouver ma valeur. Cette simplicité était peut-être ce que je avais le plus attendu sans le savoir. Il y avait des moments de mélancolie, des souvenirs qui revenaient sans prévenir. Des images d'une vie familiale que j'avais cru solide, je les laissais passer. Je n'essayais plus de les corriger. Ils faisaient partie de moi, sans me définir entièrement. Cette acceptation m'apaisait. Je me suis rendu compte que je ne cherchais plus à être comprise par tous. Cette attente m'avait longtemps épuisée. Je cherchais seulement à être cohérente avec moi-même. Ce déplacement intérieur changeait tout.
Les regards extérieurs perdaient de leur poids. Dans cette nouvelle vie, je ne me sentais ni gagnante ni victime. Je me sentais alignée. J'avais remis chaque chose à sa place. L'affection, le droit, les limites. Je n'avais rien arraché. J'avais simplement cessé de céder là où céder n'était plus juste. Je savais que rien n'était définitivement réglé. Que certaines relations resteraient fragiles, peut-être irréparables. Mais pour la première fois depuis longtemps, je n'en faisais plus une urgence. Le temps n'était plus un ennemi. Il avançait avec moi. Cette nouvelle vie ne faisait pas de bruit. Nouveau, elle ne cherchait pas à prouver. Elle s'installait, doucement, solidement. Aldo, et dans ce calme retrouvé, je comprenais enfin que protéger ses droits, ce n'est pas rompre avec les autres. C'est d'abord se réconcilier avec soi-même. Cela, il y a des soirs où je m'arrête un instant, simplement, sans chercher à comprendre davantage. Je regarde la lumière changer, j'écoute le silence qui m'entoure, et je mesure le chemin parcouru. Rien n'a été rapide. Rien n'a été facile. Mais tout a été nécessaire. Je n'ai pas gagné contre quelqu'un. J'ai cessé de perdre contre moi-même. Je repense à ces mots qu'ils utilisaient avec tant d'assurance. Sacrifice, famille, devoir. À force de les entendre, j'avais fini par croire qu'ils formaient une vérité indiscutable. Aujourd'hui, je sais qu'ils peuvent aussi devenir des instruments. Quand ils servent à faire taire, à effacer, à imposer sans demander, ils cessent d'être des valeurs, ils deviennent des pressions. Je n'ai pas renié l'amour que j'ai donné. Je ne le renierai jamais. Mais j'ai compris, peut-être tard, que l'amour ne peut pas être une dette permanente. Ce que l'on a donné librement ne doit pas être repris par contrainte. La loi française m'a offert un langage quand les mots affectifs ne suffisaient plus. Elle m'a rappelé que la dignité n'est pas une faveur accordée par la famille. C'est un droit. Je sais que certains ne comprendront jamais. Ils diront que j'ai changé, que je me suis durcie, que j'ai choisi les règles plutôt que les sentiments. Ils oublieront de dire que les règles ont été nécessaires que parce que les sentiments avaient cessé de me protéger. Je n'essaie plus de corriger ces récits. Chacun a besoin de sa version pour avancer. Il m'arrive de penser à mon fils, à ce qu'il a cru évident, à ce qu'il n'a pas voulu voir. Je ne nourris pas de haine. Je ressens parfois une tristesse calme, celle qui accompagne la fin d'une illusion. J'avais cru que le respect se transmettait automatiquement. J'ai appris qu'il se réaffirme, parfois, par des limites claires. Cette histoire m'a enseigné quelque chose de simple et de dur à la fois. Se taire trop longtemps peut donner le illusion de la paix, mais finit par fragiliser ce qui devrait rester intact. Parler au bon moment, avec les bons outils, n'est pas une trahison. C'est une responsabilité envers soi-même. Je n'ai pas cherché à humilier. Je n'ai pas voulu punir. J'ai choisi la clarté. J'ai choisi de m'inscrire dans un cadre qui ne dépend pas de l'humeur des uns ou des attentes des autres. Ce choix m'a isolée par moments. Il m'a aussi rendue plus entière. Je ne suis plus une place à occuper, ni une ressource à gérer. Je suis une personne. À celles et ceux qui se reconnaissent dans ce parcours, je voudrais dire une chose essentielle. Informez à vous. Prenez des notes. Posez des questions. La loi n'est pas froide. Elle est précise. Et cette précision peut devenir un refuge quand l'affect est utilisé contre vous. N'attendez pas que l'on décide pour vous, au nom de votre bien. Il reste en moi une mélancolie légère, comme une ombre discrète. Elle me rappelle que chaque affirmation de soi a un coût. Mais cette mélancolie ne me paralyse plus. Elle m'accompagne, simplement, comme le souvenir de une traversée difficile dont on sort debout. Aujourd'hui, je vis autrement. Pas dans la victoire, pas dans la revanche, dans l'alignement. Je sais ce que je vaux. Non parce que quelqu'un me le reconnaît, mais parce que je n'ai plus renoncé à me reconnaître moi-même. J'ai cessé de confondre le sacrifice avec l'effacement. Et s'il ne devait rester qu'une seule phrase de tout ce parcours, une phrase à transmettre à celles et ceux qui hésitent encore à se défendre, ce serait celle-ci. Simple et ferme à la fois. Le silence peut aussi être une forme de justice.